Bonjour à tous, bienvenue sur le mug numéro 275 en ce mercredi 6 janvier. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, ce matin. J'espère que vous êtes bien installés devant votre petit déjeuner. Salut Olek, salut Samuel, salut Tiktakumi, salut Mehdi, salut Dantologue, salut Benzen, salut Léo, salut Nicolas, salut Andy. Pas terrible le son ce matin. Ah bon bah écoute, pourtant on m'avait dit 5 sur 5, j'ai vu. C'est le ventilateur, oui. Alors oui, en début de mug, je sais pas pourquoi, je suis incapable de vous l'expliquer. J'ai toujours mon ordinateur qui décolle, mais après ça se calme. Vous voyez là il va mieux, là. Il s'emballe un peu moins, donc j'espère que ça va pas trop vous gêner pour le son. Voilà. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver ce matin. Excusez-moi, j'ai ma voix un petit peu cassée, je sais pas pourquoi. Je ne suis pas malade, je n'ai pas fait la fête non plus. Mais voilà, en tout cas, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous aussi, j'espère que vous avez la forme. Donc on a une actu assez chargée, mais plutôt des petites news, pas de lever de soleil. Écoute, Manatech, je ne contrôle pas le rythme du soleil. Ça serait un petit peu compliqué. Ou ça serait me prêter des pouvoirs que je n'ai pas. Voilà. Un Mac avec un ventilo, je savais pas. Oula, Nicolas, oui, les Macs ont des ventilos. Pas tous maintenant, parce que... Enfin, oui, je crois avec la puce M1, y en a, je crois que le MacBook Air en a pas. Mais sinon, oui, il y a toujours eu, je crois, des ventilos, il me semble. Mais voilà, écoutez, j'aurais dû commencer une news avec le ventilo Mac. En tout cas, voilà, on a pas mal de petites actus ce matin. Pas trop de gros sujets, mais pas mal de petites choses. On est un peu dans le début d'année où on a des petites annonces, des rumeurs, etc. Donc on va essayer de faire un peu le point ensemble là-dessus et d'en discuter. Puis j'ai gardé un petit article étonnant et rigolo. Encore une fois, je vais vous parler de TikTok. Il y en a qui vont en avoir marre. Je suis pas pourtant une grande utilisatrice de TikTok, mais il y a des choses quand même super intéressantes qui se passent sur la plateforme. Et donc du coup, je voulais profiter de ce mug pour vous en parler un petit peu, puisque du coup j'essaye de m'y intéresser. Et du coup, par effet de rebond, je vous impose de vous y intéresser aussi. Voilà, vous aurez évidemment la liberté de quitter l'émission. Donc, je vous propose de commencer tout simplement avec les news tech. Donc on va commencer tranquillement les news tech avec le premier article du jour. Premier article du jour, et évidemment c'est le président encore en exercice, Donald Trump, qui refait parler de lui avec un ordre exécutif qu'il a signé hier, qui va interdire les transactions pour les sociétés de 8 applications de sociétés chinoises, notamment Alipay. On va avoir QQ, WeChat Pay, entre autres, hein, c'est pas les seuls. On a également Shareit, on a Tencent, voilà, donc Alipay, Camscanner, QQ Wallet, Shareit, Tencent QQ, Vmate, WeChat Pay et WPS Office. Voilà, donc ça c'est les 8 applications qui sont visés par cet ordre exécutif, excusez-moi. Voilà, donc on sent là, encore une fois, que l'administration Trump met plus de pression. Vous avez plus de son chez moi, vous m'entendez toujours bien ? Universel, j'ai l'impression qu'il n'y a que toi qui a ce problème, donc je te propose de... Tu m'entends pas du coup ? Relance ton app, merci Samuel.
Ok, bon, c'est bon. Merci beaucoup dans la chatroom. Du coup, je continue. On sent voilà que l'administration Trump essaye de profiter jusqu'au 20 janvier, jusqu'au passage officiel à l'autre président Joe Biden. On sent qu'ils essayent de mettre la pression au maximum sur, on va dire, les grands enjeux du programme Trump, Donald Trump, s'il y en a vraiment un. On peut se poser la question. Excusez-moi, je suis pas très organisée ce matin. Et donc voilà, donc on a cet ordre exécutif qui vient de passer. Alors il prend pas en effet tout de suite. Il y a un délai de 45 jours pour l'interdiction de ces transactions dans ces applications. Donc évidemment, ça va empêcher les transactions, les personnes qui utilisent ces applications de les utiliser en tout cas sur le territoire américain. C'est certain, et tout ce qui est utilisateur basé aux États-Unis, donc ça a potentiellement pas mal impacté leur usage évidemment, mais en tout cas il y a ce délai de 45 jours qui est mis en place. C'est un vrai bras de fer commercial et politique qui est en cours entre les États-Unis et la Chine. On verra un petit peu ce qui va se passer. En tout cas, il y a aussi une rumeur comme quoi, en tout cas c'est le secrétaire du commerce américain Wilbur Ross qui a confirmé que le département du commerce allait commencer à mettre en place justement les directives de cet ordre exécutif avant la date du 20 janvier, donc sans respecter le délai des 45 jours. On verra ce qui va se passer. Mais on va voir. En tout cas, ils essaient de mettre au maximum la pression. Cet ordre, c'est un nouvel ordre exécutif qui suit les deux autres qui datent d'Auguste, qui avaient essayé également de bannir les transactions avec ByteDance, la société, vous savez, qui a TikTok, justement. On parlera de TikTok tout à l'heure, et WeChat. Mais justement, un juge avait bloqué justement le ban de WeChat en septembre et de nouveau en octobre, justement par rapport à ça. Donc finalement, les restrictions n'avaient pas été appliquées. On va voir là qu'est-ce qui se passe avec cet ordre exécutif. Alors généralement, les derniers ordres exécutifs avaient été contournés et évités, contrés en tout cas par les juges pour permettre la liberté d'expression. Là, pour certaines applications, c'est moins évident comment ils pourraient utiliser en tout cas ce principe-là, le premier amendement dans leur cas. Donc on va voir ce qui va se passer un petit peu suite à l'annonce de cet ordre exécutif. J'ai eu l'info ce matin, pour tout vous dire. Donc on va voir ce qui va se passer. On vous tiendra au courant évidemment les prochains jours pour voir ce qui se passe quant à ça. Je lis un petit peu vos commentaires. Le contre des juges. Oui, les juges, certains juges en tout cas, essayent de limiter ce genre d'injonction. On verra s'ils vont réussir à limiter pour tout. En tout cas, voilà, tout ça pour, en tout cas, de la voix des États-Unis, éviter une faille de sécurité sur les données des citoyens américains via la Chine, mais évidemment, ce qui est sous-entendu, c'est évidemment le bras de fer politique et commercial entre les États-Unis et la Chine, comme on en parle depuis maintenant plus d'1 an. Il lui reste 15 jours, ça sera sauté quand Biden arrive le 20. Oui, tout à fait, Pef, c'est ce que je disais tout à l'heure. Biden sera officiellement président à partir du 20 janvier. Le correcteur automatique est dévastateur. Oui, c'est très compliqué de lire des fois les commentaires. mais oui, le correcteur automatique est pas super sympa. Oui, en effet, c'est 15 jours à attendre. Il y a pas mal de dégâts qui peuvent arriver en 15 jours, pas mal de choses qui peuvent se passer en 15 jours. Déjà aujourd'hui, il y a des protestations à Washington qui sont hautement surveillées, enfin qui vont se dérouler aujourd'hui et qui sont pour lesquelles on craint pas mal de violence suite à des commentaires sur les différents réseaux sociaux, etc. Bon, j'ai pas
j'ai choisi de pas traiter l'article aujourd'hui, je trouvais ça plus intéressant qu'on parle justement de ce qui se serait passé plutôt demain, mais en tout cas, il y a pas mal d'anxiété autour des derniers jours liés à la présidence de Donald Trump, donc on va voir comment ça va se passer. En tout cas, on sent que l'administration de Trump fait son maximum pour accroître la pression et ne pas lâcher le morceau jusqu'au 20 janvier, donc c'est quand même important d'en parler et de voir comment on peut utiliser la tech pour faire ce type de pression. Plus 10. Oleg, plus 10 en skill pour Marion d'arriver à déchiffrer vos commentaires ce matin. Non mais c'est clair, là, je sais pas ce qui se passe ce matin, mais c'est compliqué. Mais ça va, on s'en sort. On va y arriver. Voilà en tout cas pour le nouvel ordre exécutif de Donald Trump qui a été annoncé. On verra un peu les répercussions et qu'est-ce qui arrive à être passé d'ici 15 jours si ça se passe. En tout cas, on va voir. On vous tiendra évidemment au courant. On enchaîne, comme je vous disais, j'ai plein de petites news comme ça, donc je vais pas mal sauter d'article en article. Une autre news assez intéressante, on se demandait notamment avec la rumeur de l'arrivée et de l'annonce des AirTags d'Apple, vous savez, ces petits trackers qui vous permettent de retrouver des objets perdus, qui seraient a priori un peu l'équivalent des Tile, où on avait aussi parlé des Wistiki aussi, Et ben, ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait pu se poser la question, qu'est-ce qui arrive à Tile? Comment ils vont faire pour riposter? Alors évidemment, les AirTags n'ont pas encore été annoncés du côté d'Apple. Donc pour l'instant, rien n'est sûr, même si on a un petit peu de mouvement, des rumeurs qui enflent un petit peu en ce début d'année. On commence à avoir des petits form factors qui circulent un peu. Donc à voir si potentiellement ça serait bientôt annoncé. Mais pour l'instant, on n'a rien, vraiment. Mais voilà, la question c'est, en préparation de ça, qu'est-ce qui va se passer pour Tile, qui est évidemment connu pour ces petits capteurs. Jérôme, d'ailleurs, vous en avez parlé, il en utilise, et ça soit des fois par erreur dessus, ce qui fait que ça sonne dans l'appartement. Mais en tout cas, ça fonctionne bien. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour eux? Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne restent pas, qu'ils ne s'endorment pas sur leur laurier. Et a priori, ils seraient en train de travailler sur une nouvelle génération de trackers qui arriverait donc sur le marché et qui viendrait donc concurrencer ceux qui existent déjà, notamment ceux de Samsung, etc. Et cette fois-ci, alors les trackers d'origine de Tile utilisent normalement le Bluetooth pour vous aider justement à repérer les objets perdus. Jérôme qui s'offusque dans la chatroom. Excusez-moi, j'ai une humeur un peu canaille ce matin, je sais pas pourquoi. Donc je vais essayer d'arrêter de trop vous teaser. Et donc voilà. Donc normalement les Tile utilisent la technologie Bluetooth pour pouvoir vous permettre de retrouver des objets perdus. À l'inspecteur d'outils Tile pourrait se rabattre sur Android. Alors normalement je crois qu'ils sont déjà disponibles sur Android, donc ça serait pas se rabattre, mais ça serait limiter son marché sur Android. Ça serait un petit peu, c'est pas forcément une solution, ça serait plutôt un aveu de défaite, on va voir, mais justement ce qui est intéressant ici, c'est que a priori, donc là c'est pas confirmé, la nouvelle version du tracker de Tile ici prendrait avantage de l'ultra wideband technology pour vous permettre de trouver ces objets manquants, et il va également utiliser la réalité augmentée pour vous guider à travers un endroit pour retrouver justement l'objet. Et je trouve ça assez intéressant parce que pour avoir vu plusieurs fois Jérôme utiliser justement son Tile, le truc le plus galère c'est de le retrouver. Et des fois le son, soit il est étouffé parce que alors, non. Si. Parce que ça fait sonner... Ah, attendez, mince. C'était quoi? Oui, c'est ça fait sonner le tracker.
tile, et des fois le son est étouffé puisque si l'objet est perdu sous un drap, sous des affaires ou dans un placard, etc., du coup c'est un petit peu compliqué, on entend moins bien, et en fait juste guider au son, c'est des fois un peu compliqué. Imaginez, vous êtes dans une maison, vous n'êtes pas au même étage, c'est un peu galère, etc. Ici, avec la réalité augmentée, ça, je trouve, c'est pour ça que je voulais en parler ce matin, je trouve que c'est un usage assez intéressant justement pour vous aider à retrouver et à localiser l'objet perdu. Donc justement, vous aurez une application où vous pourrez visualiser votre intérieur, et avec un calque de réalité augmentée par-dessus qui va vous guider avec des flèches de direction pour vous indiquer la localisation dans l'espace de votre tracker. Donc je trouve ça assez, pour le coup, voilà, on se pose souvent la question des usages, des cas d'usage pour la réalité virtuelle, la réalité augmentée ou la mixed reality. Là, je trouve ça assez intéressant, assez pertinent, justement, dans ce cas-là, puisque le vrai problème, c'est de retrouver. Donc, avoir une technologie qui vous permet de perdre moins de temps dans la partie de retrouver vos objets, c'est vraiment le cœur de cible et l'objectif de Tile. Donc, je trouve ça assez intéressant. Les trackers d'Apple seront-ils meilleurs que ceux de Tile qui sont déjà sur le marché? Rien n'est moins sûr, les gens s'enthousiasment dès qu'il s'agit d'Apple. Angel Carl t'a bien résumé, en effet, les gens s'enthousiasment par défaut dès qu'Apple, dès qu'il s'agit d'une rumeur ou d'un potentiel nouveau produit d'Apple, parce que la marque bénéficie d'une très bonne réputation, et bon, elle a beaucoup de fans, c'est la force de l'image de marque d'Apple aussi, et on sait que quand ils sortent un produit, généralement, c'est quelque chose qui est bien pensé en termes d'usage, en tout cas. Et après, il n'y a pas que ça, je pense aussi, pourquoi Angel Carl, on s'enthousiasme potentiellement beaucoup autour de ça, c'est que entre une intégration native Apple, avec le software d'Apple, et le hardware d'Apple avec ses trackers, ce serait potentiellement encore une fois une expérience encore plus intégrée. Imagine utiliser l'application Find My App, ou je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre. Voilà, on a déjà tout en place, prêt, sans devoir acheter quelque chose. Enfin, vous aurez les trackers achetés, mais vous aurez pas une nouvelle application à installer, etc., etc. Enfin, c'est beaucoup plus simple. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a cet effet un peu normal d'emballement sur cette rumeur d'Apple. Ça veut pas dire que ça marchera mieux. The Nexus 7 nous dit qu'il a 8 tiles, dont un intégré à son headset, et c'est vraiment pratique car il a la vilaine habitude d'oublier ses affaires et ne plus savoir où il a pu les laisser. Oui, franchement, ça peut être vraiment super pratique. Donc voilà. Donc en tout cas, ce que moi je trouvais justement super intéressant, c'est l'usage de la réalité augmentée pour vous aider à trouver le tile. Alors après, en termes de form factor, on n'a pas beaucoup d'informations. Alors attendez, j'ai essayé de rebrancher l'iPad. Je sais pas pourquoi ça fonctionne pas directement avec l'iPad. Ok, j'ai l'iPad qui veut pas fonctionner ce matin. Ah mince, je voulais vous montrer un truc tout à l'heure. Excusez-moi, je suis grossière. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Très cher iPad. Hop, excusez-moi, j'essaie de résoudre mes problèmes techniques en live et c'est pas super. Je vous avoue, j'ai oublié de faire le test tout à l'heure. Je sais, c'est pas sérieux. Bon, pas d'iPad. Bon, gros fail. C'est pas grave. Bon, tant pis. Je vais vous le montrer du coup. Hop, à l'ancienne. Voilà, donc on n'a pas beaucoup. Je sais pas si vous voyez, je vois pas ce que je montre. Voilà, donc c'est un form factor que vous connaissez, on reste sur un carré, avec la possibilité de l'attacher à vos clés notamment. Vous avez un petit trou qui vous permet de le passer. Enfin, on est vraiment sur à peu près la même chose, il y a un bouton central, donc on n'est pas sur quelque chose qui va être révolutionnaire d'un point de vue form factor. Je pense pas que ça soit le but ici, mais plutôt une meilleure intégration, en tout cas en termes de fonctionnalité et d'usage
pour vous aider à retrouver plus facilement l'objet perdu. Oui, Jérôme, j'ai déjà essayé de débrancher, rebrancher plusieurs fois. Malheureusement, cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné. Merci beaucoup pour Angel pour ton 3e mois d'abonnement. Un grand merci à toi. Je regarde un petit peu. Ok. Et merci Nexus 7 aussi, je commence à m'intéresser à ces petits objets utiles. Oui, voilà, franchement, quand vous savez que vous avez l'habitude de perdre un petit objet, ça peut être vraiment une bonne solution et vous assurer une tranquillité d'esprit, quoi. Donc à voir. Et intéressant aussi, il y a une bonne intégration avec le Home Assistant, nous dit The Nexus 7, qui permet des scénarios domotiques. Intéressant aussi. Très intéressant. Donc voilà. En tout cas pour Tile, il y aura cette information-là. Donc on va voir ensuite qu'est-ce qui va arriver avec Apple, mais avec Tile, en tout cas, on a ce genre de rumeurs assez prometteuses pour ces nouveaux trackers. On n'a pas pour l'instant de prix pour ces nouveaux trackers. On n'a pas de date de sortie. Comme je vous dis, pour l'instant, on est plutôt sur des premières informations, mais on verra comment ça se passe. En tout cas, l'année dernière, Tile a vendu plus de 26 millions de petits devices Tile et a aidé à localiser 6 millions d'objets à travers 195 pays. Donc c'est pas mal, ils sont déjà quand même bien répartis. Voilà, donc on verra comment ils vont se positionner si Apple décide bien d'ouvrir justement d'annoncer leur propre capteur. Voilà en tout cas pour Tile. Et on continue plutôt du côté de Google cette fois-ci pour quelque chose qui a été remarqué de manière assez intéressante. Depuis la mise à jour justement des sections de privacy dans l'App Store pour iOS. Donc vous savez qu'Apple en décembre, à partir du 8 décembre, a demandé aux applications, à toutes les applications sur l'App Store, lorsqu'on soumet une nouvelle mise à jour de son application, de remplir des informations supplémentaires sur les données qui sont collectées et utilisées sur les utilisateurs pour être plus transparent sur justement les données qui sont utilisées pour une problématique de données privées, d'usage et de respect en tout cas des données privées des utilisateurs. Donc voilà, pour montrer plus de transparence, ils ont fait ça. D'ailleurs, je vais pas pouvoir vous le montrer. Je vois. Je réessaye. Non, ça fonctionne toujours pas. Bon, je vais abandonner l'iPad. En tout cas, le branchement. Mais voilà, ce que je voulais vous montrer, c'était notamment la section pour Facebook notamment, où justement, suite à cette mise à jour et à Facebook qui a dû afficher, vous voyez pas du tout ce que je montre, à Facebook qui a dû afficher justement, bon vous voyez pas parce que décidément je suis une quiche ce matin, je vais pas y arriver. Ouf, c'est un peu compliqué, excusez-moi. Donc Facebook qui a dû du coup mettre à jour son application pour informer et donc donner toutes les données qui sont utilisées pour des utilisateurs dans l'application, et justement ils ont été largement montrés du doigt, les gens se sont largement moqués de Facebook suite à ce changement là, puisque la liste est tellement longue que c'en est on dirait une blague en fait, presque, et ça pointe du doigt un petit peu les problématiques du business de Facebook, qui ne vont pas pouvoir contourner malheureusement pour eux ce genre de choses. Donc en effet, ça joue dans le sens d'Apple qui veut plus de transparence, ça joue pas dans le sens de Facebook, mais ce qui est intéressant, c'est que ça joue dans le sens de l'utilisateur ici, puisque c'est plus de transparence.
pour nous et on est mieux informé. Et donc du coup, on peut potentiellement se poser la question de pourquoi Google, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas mis à jour leurs applications Google depuis le 7 décembre dernier, donc un jour justement avec cette obligation, puisque à partir du 8 décembre, il fallait soumettre ces informations-là, donc un jour avant cette obligation de l'App Store, cette nouvelle obligation, et donc du coup, ce qui leur permet de contourner pour l'instant l'obligation de l'App Store, puisque du coup, quand vous essayez de consulter les informations de données privées, ben, vous allez avoir, les détails ne sont pas disponibles, à la prochaine mise à jour de l'application, le développeur sera obligé de communiquer ces informations. Mais pour l'instant, comme ils ont décidé de ne pas mettre à jour les applications, on les a pas. Alors, ensuite, on peut spéculer. Oui, mais est-ce que c'est vraiment une mauvaise foi ou mais est-ce qu'ils ont vraiment besoin de mettre à jour leurs applications, etc. Alors, c'est les mêmes questions que je me suis posées c'est Jérôme qui m'a parlé de cette information et moi, mon premier réflexe, c'était non, mais il faut pas voir le mal partout. Je veux dire, déjà, il faut voir à quel rythme ils mettent à jour leur application. Est-ce que ça a été mis à jour sur Android ? Oui, les applications de Google ont été mises à jour plusieurs fois déjà pour les mêmes apps sur Android. Donc, en effet, ça a été vérifié. Après, il y avait aussi une fermeture du service de review de l'App Store au moment des fêtes de Noël. Ça se fait chaque année. Donc, on va pas reprocher aux applications de ne pas faire de mise à jour, puisque de toute façon, le store est fermé pour les reviews. Sauf que là, en effet, ça a commencé à partir du 7 décembre. Donc voilà. En tout cas, même sans y voir forcément de la malice de la part de Google, très certainement, ce qui est en train de se passer, c'est que Google prend le temps dont ils ont besoin pour rédiger des labels et des informations qui sont claires et qui les présentent évidemment sous le meilleur jour. C'est aussi le rôle de chaque marque de faire attention à comment ils présentent l'information pour que elle soit comprise et acceptée des utilisateurs. Ça ne veut pas dire manipuler forcément, mais juste choisir les bons mots aussi. Le but, c'est pas d'effrayer tout le monde, mais du coup, je pense qu'ils prennent le temps dont ils ont besoin. Pour le faire. Et donc c'est vrai que ce qui donne une absence de mise à jour des applications Google depuis le 7 décembre dernier, alors que en comparaison sur Android, on a des applications comme Google Maps, Google Duo, Gmail et YouTube qui ont été mises à jour respectivement le 8 décembre, le 14, le 15 décembre, le 16 décembre et le 21 décembre. Donc voilà. À voir, en tout cas, ils pourront pas ne pas les mettre à jour indéfiniment. Donc ça veut pas dire qu'ils sont en train de... Je pense pas, en tout cas c'est mon avis personnel ici, je ne pense pas que ça veut dire que Google essaye de faire un bras de fer avec l'App Store, etc. Parce qu'en fait... je suis pas sûre que ça gêne beaucoup Apple pour l'instant. Ça va plus gêner les utilisateurs de Google et ça bloque surtout Google. Voilà, donc à voir. On vous tiendra au courant, mais ils ne pourront pas ne pas mettre à jour leur app pendant très très longtemps non plus. Je pense qu'un ancien employé de Google a publié sur Twitter que Google gelait les updates de certaines teams pour les vacances de fin d'année. Yield 2201, écoute, je suis passée à côté, mais ça change pas trop la question qu'on se pose. C'est-à-dire qu'ils ont gelé les mises à jour des teams iOS uniquement. Je veux dire, s'il y avait eu un service ou des applications en elles-mêmes qui avaient été bloquées, c'est une chose. Mais généralement, c'est pas une règle absolue non plus, mais généralement, quand tu travailles sur un produit, tu fais en sorte que tes mises à jour soient à peu près synchro entre iOS et Android, à moins que ton marché soit principalement Android et t'es OK pour délaisser. Mais là, ici, la coïncidence que les mises à jour ne coïncident pas entre iOS et Android au moment où l'App Store a fait ses mises à jour est un peu grosse. Je veux dire, là, ça fait un peu tirer par les cheveux quand même. À l'inspecteur, soit on donne des données et on peut utiliser les apps, soit on ne pourra pas utiliser l'app. Là, tu as une vision court terme, Alain.
En fait, pourquoi ça peut gêner les utilisateurs à long terme, c'est que finalement, qu'est-ce qui se passe si Google arrête de mettre à jour leurs applications, c'est l'absence de maintenance des applications. Donc ça veut dire pas d'évolution, pas d'amélioration, pas de bug fixe. Donc les applications aujourd'hui, en tout cas sur les applications mobiles, c'est pas comme la vision du web qu'on avait genre dans les années 2000 où on dit quand on te livre un site internet, il est livré et t'y touches plus pendant 5 ans, tu vois. Ça se passe pas comme ça. En fait, les apps aujourd'hui, on itère constamment, on teste constamment pour les améliorer, et spécifiquement quand c'est le cœur de business comme une société comme Google. Voilà, donc tu vois, ne plus pouvoir mettre à jour une application, c'est un vrai problème pour la société, puisqu'elle fait son business avec, et pour les utilisateurs, à terme. Peut-être que Google va se retirer de l'écosystème Apple. Non, je pense pas, non. non, je pense pas. Je pense qu'ils prendront le risque d'afficher les informations, mais j'ai pas les données sur qu'est-ce que représente le marché iOS pour Google, mais je pense que c'est assez important quand même. Exactement, Jérôme. Google ne peut pas se retirer d'Apple. S'il paie 7 milliards de dollars à Apple pour être le moteur de recherche, c'est bien que Google a vraiment besoin des utilisateurs Apple. Alors, être le moteur de recherche par défaut, c'est une autre chose, mais voilà, c'est que en payant pour être le moteur de recherche par défaut, ils reconnaissent l'impact et l'importance d'être présent sur le système iOS. Donc, ça rend les choses beaucoup moins légitimes pour Google de quitter le système iOS. Donc voilà, pour l'instant, il ne faut pas s'emballer. Ça fait 1 mois à tout casser que ça s'est passé. Voilà, c'est pas non plus dramatique. Je pense en effet qu'ils font très attention à comment rédiger cette partie-là. Mais c'est sûr, parce qu'ils le savent, ils sont attendus au tournant et ils savent que le jour, comme Facebook, le jour où ils vont faire leur mise à jour, on va avoir plein de journalistes tech qui vont aller regarder en détail la section App Privacy. C'est vrai que dans ma boîte, quand on sort une mise à jour d'app, on le fait sur iOS et Android en simultané. Ouais, moi aussi. Enfin, en même temps, nous, c'est du React Native, donc voilà, mais on teste à la fois sur iOS et Android en même temps et on pousse sur les 2 stores. Enfin, voilà. Perso, j'ai déjà configuré mes comptes Google pour qu'ils collectent le moins de données, historiques, infos visibles et privées. Du coup, les suggestions qu'ils me font sont toujours à la ramasse. Bah oui, tu vois, Fabrice, c'est en effet la contrepartie de pouvoir avoir le contrôle sur le degré d'accès à tes données, mais justement après, tu as des suggestions qui sont moins pertinentes. C'est un choix, en effet, personnel, et en tout cas, c'est bien de s'y intéresser et d'en profiter, quoi. Voilà, en tout cas, pour Google, je vous propose de continuer avec une petite news du côté d'Amazon. Amazon qui, muscle un petit peu ses forces de flotte de transport, excusez-moi, transportation, que je francise, on va dire ça comme ça. Je ne sais plus parler ce matin, mais c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qui se passe concernant Amazon et sa logistique de transport? Tout simplement, ils ont acheté 11 appareils, donc 11 avions, on va le dire simplement, comme c'est. Ils ont acheté 11 avions. Alors, pourquoi c'est important comme information? Tout simplement parce que ce sont les premiers avions qu'ils vont posséder. Alors, c'est pas les premiers avions qu'ils utilisent parce qu'ils en louent déjà. En effet, ils avaient déjà prévu comme objectif d'avoir... ils avaient lancé leur flotte aérienne en 2016 avec l'hypothèse qu'en 2022, ils auraient plus de 85 avions, que ce soit loués ou achetés, et donc du coup directement ces 11 premiers avions achetés s'inscrivent directement dans cet objectif d'atteindre en tout cas ce nombre d'avions. Est-ce que j'ai le nombre d'avions qu'ils louent aujourd'hui? Je pense pas.
Il me semble pas que je l'avais vu. Non, je l'ai pas. Donc je sais pas où est-ce qu'ils en sont de leur objectif, mais voilà, premier achat voilà d'Amazon. Alors pourquoi maintenant? Eh ben c'est pas une coïncidence, hein, tout simplement c'est vous le savez le secteur aérien hein, de voyage et le secteur aérien des agences les oh là là mais je sais plus parler, c'est incroyable, je trouve pas mes mots. Bon. Les sociétés aériennes, on va dire ça comme ça, je n'arrive plus à trouver mes mots, c'est incroyable, sont dans la panade, hein, sont en galère depuis la crise, la pandémie mondiale, hein, depuis la crise du coronavirus, tout simplement parce que les déplacements sont largement... Les compagnies aériennes, merci Sultan, tu me sauves la vie, j'étais frustrée là, merci. Compagnies aériennes sont largement touchées évidemment par la restriction de déplacement, les restrictions de voyage, les annulations de voyage. Alors évidemment, il y a les sociétés de voyage elles-mêmes qui voient tous leurs voyages annulés, etc. Mais du coup, tout ce qui est toute l'industrie touristique est touchée également. Ça va être les hôtels, ça va être les restaurants évidemment, qui sont en plus fermés, et ça va être les compagnies aériennes. Comme on disait, Jérôme, j'ai entendu Jérôme qui en parlait hier, on a même eu une compagnie aérienne, nous, qui s'est effondrée, mais juste avant la crise du coronavirus, c'est-à-dire juste avant que ça devienne une chose réelle en France. Genre, c'était la semaine avant. Au moment où on commençait à en entendre un petit peu parler, qu'il y avait des choses un petit peu, voilà... Eh ben, on a eu cette information et du coup, ce qui veut dire que les compagnies aériennes qui sont en galère vont essayer à tout prix de réduire la taille de leur flotte d'avions pour pouvoir avoir moins de coûts de maintenance et mieux rentabiliser leur flotte, hein, tout simplement. Parce qu'il va falloir les stocker, ces avions, il va falloir les maintenir, etc. Donc de pouvoir les revendre, et donc ici à moindre coût, puisqu'en effet le marché n'est pas favorable aujourd'hui aux compagnies aériennes, et ça crée des opportunités pour Amazon qui a saisi l'opportunité au vol en rachetant des avions notamment de la société Delta et également de la société WestJet. Voilà. Donc voilà pour Amazon. Pas grand-chose de plus à vous dire, mais quand même, hein, on voit qu'Amazon se muscle en termes de logistique de transport, mais pas uniquement pour ses problématiques internes, mais également potentiellement comme un business en tant que tel, pour devenir un transporteur reconnu pour d'autres sociétés également. Ils sont reconnus en termes de gestion de logistique et ils ont des partenariats, notamment avec des sociétés comme FedEx et UPS, pour délivrer les colis, etc. Donc c'est un peu comme le cloud, où ils l'ont utilisé dans un premier temps pour leurs propres besoins, et après au fur et à mesure ils se sont perfectionnés, ils l'ont sorti excusez-moi, comme une offre B2B. Et ensuite ils le déploient et ça devient un cœur de business pour Amazon. Là on a un peu la même tactique, et on peut imaginer aussi avec Amazon Care, leur service, leur assurance santé, hein, pour leurs propres employés, que ça va à l'avenir utiliser leurs propres employés, parce c'est une large société qui vit qui a des employés dans plusieurs pays, même si pour l'instant c'est limité aux États-Unis pour Amazon Care, mais qui en tout cas a des employés dans plusieurs pays, dans plusieurs États des États-Unis, avec des contraintes de système de santé peut-être un peu différentes et tout. Donc du coup voilà, de commencer là-dessus et ensuite de scaler et de se présenter sur un marché avec une offre déjà testée, prouvée, c'est assez redoutable comme stratégie. Et voilà, et donc là c'est ce qu'ils font typiquement. Donc très très intéressant en tout cas comme stratégie. Puis justement, je vous parlais d'Amazon Care, mais je vais en profiter juste pour vous partager une petite information rapide. Amazon avait fondé avec deux autres sociétés, hein, Berkshire Hathaway et JP Morgan Chase, une société qui s'appelle Haven, qui avait justement pour but de révolutionner le système de santé, notamment l'assurance santé, la couverture santé aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que ce sont trois énormes sociétés
société avec des enjeux justement de couvrir leurs employés avec une couverture santé adéquate. Et donc le fait de s'associer tous les trois, ça allait pouvoir mettre leurs forces en commun pour essayer d'aborder justement l'enjeu de la couverture santé et du système de santé et de trouver des solutions innovantes. Et ben finalement, après 3 ans de la formation de cette société, et ben elle va être fermée en février 2021, donc très bientôt, dans quelques semaines. En effet, ce qui s'est passé, c'est que dès le début de la formation de cette société, il y a eu pas mal de mouvements au sein de l'équipe exécutive de Haven, les CEO qui bougent, etc. et pas que. Il y a eu pas mal aussi... ils se sont aperçus aussi que les contraintes et enjeux n'étaient pas forcément aussi communes que ça, c'est-à-dire que potentiellement JP Morgan avait déjà sa propre couverture parmi ces différentes sociétés et n'a pas forcément les mêmes enjeux et mêmes problèmes que Amazon. Donc voilà, et donc du coup ils avaient du mal à avancer ensemble sur ce type de sujet et ils voulaient pas forcément l'adapter de la même manière. Donc finalement, il n'y a pas eu grand-chose de concret qui est sorti là-dessus. Bon, ils ont quand même beaucoup appris des uns et des autres. Ils ont quand même fait pas mal de recherches, mais en tout cas, ils arrêtent l'aventure ici. Ce qui est un petit peu logique aussi avec Amazon Care qui renforce son autonomie, qui se renforce de son côté aussi. Donc c'est pas très très étonnant non plus. Un grand merci Saucedo pour ton abonnement Prime. Grand merci à toi. 3e mois d'abonnement. Voilà, donc je voulais juste faire cette petite parenthèse pour Haven et Amazon Care où justement Haven ne va plus exister et Amazon Care se renforce. Donc voilà. Ça va être intéressant. Puis il y a aussi des inquiétudes sur le marché anglais. Là, j'ai vu des articles passer également où Amazon arriverait potentiellement sur le marché de la santé avec de la vente de médicaments. Voilà. Bon, alors évidemment, c'est hautement régulé, mais les pharmacies sont évidemment très très inquiètes parce que ça serait un sacré coup sur le marché de la santé des médicaments. Mais pour l'instant, rien n'est confirmé, donc c'est pour ça que j'ai pas voulu non plus en parler de manière trop longue ce matin. Voilà. Autre petite news de ce matin, comme je vous disais, il y a des sociétés qui meurent, il y a des rachats, etc. Il y a pas mal de petits mouvements en ce début d'année. Et ben une autre annonce du même genre, c'est alors Fabrice, petite réflexion, quand on voit comment certaines grosses sociétés arrivent à gérer une logistique lourde et complexe en termes de personnes et de matériel, je me dis que c'est peut-être à ces sociétés qu'on aurait dû confier la gestion de distribution des vaccins. Fabrice, c'est une vraie question, hein. La gestion de la logistique, c'est un métier. Ça s'invente pas et on n'est pas un professionnel de la logistique du jour au lendemain quand on n'en a jamais fait. Voilà, et ça c'est vrai pour plein d'experts, enfin pour toutes les expertises. Donc voilà. Ça sera intéressant de revenir sur qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans les systèmes de distribution dans les différents pays. Quels sont les problèmes qu'on a rencontrés pour se perfectionner. Mais pour l'instant, je pense que c'est un peu trop tôt. Et surtout, on n'a pas toutes les informations, nous, où on se positionne en tout cas. En tout cas, autre information intéressante ce matin, c'est la fermeture de Minecraft Earth en juin prochain. Et oui, Microsoft a annoncé que la version en réalité augmentée, on parlait de réalité augmentée justement tout à l'heure avec Tile, la version en réalité augmentée de Minecraft, qui s'appelle donc Minecraft Earth, qui a commencé récemment, puisque ça a... il y a une typo dans l'article, excusez-moi, qui disent qu'ils sont en train de dire que ça a commencé en juin 2021. Or... c'est dans le futur. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'a commencé Minecraft Earth. Je pense que ça fait au moins 1 an, enfin, ou peut-être... J'espère qu'ils ne l'ont pas lancé l'été dernier quand même. Ça serait quand même un mauvais timing. Ça a été lancé en 2019. Merci beaucoup à l'inspecteur.
Merci beaucoup pour l'information. Donc voilà, en 2019, c'était intéressant en effet de lancer Minecraft Earth, surtout après tout le succès évidemment de Pokémon Go pour tous les jeux en réalité augmentée, il y avait vraiment du potentiel. Donc en effet, comme vous le dites, donc ça a été lancé en 2019, mais justement les représentants de Microsoft ont dit que en 2020, juste la pandémie, les restrictions, on en parlait aussi avec les compagnies aériennes, les restrictions de déplacement et toutes les restrictions sur les rassemblements de personnes, encourager à réduire les contacts, à ne pas sortir, etc., évidemment a grandement heurter les performances du jeu. Tout ce qui est réduction de liberté de mouvement va évidemment impacter tout ce qui est jeu en réalité augmentée, même si Pokémon Go de son côté a essayé de changer un peu les mécaniques du jeu pour les adapter pour les personnes qui sont en confinement, mais ça reste quand même un principe tel que finalement entre avoir des contraintes pour jouer à Minecraft en réalité augmentée et jouer à Minecraft depuis chez soi sans contrainte, finalement on va continuer à jouer à Minecraft. Donc du coup évidemment c'est pas vraiment étonnant qu'ils annoncent le 17 mai très exactement, nous dit l'inspecteur pour le lancement. Un grand merci à toi pour l'info. Et donc c'est pas très étonnant qu'on apprenne aujourd'hui que Minecraft Earth du coup va être fermé. Donc ce qui va se passer, c'est que le 30 juin ils vont arrêter tout contenu et maintenance du jeu, et support du jeu, et ensuite à partir du 1er juillet, donc juste le lendemain, ils vont supprimer toutes les données liées aux joueurs et tout ce qui tout ce qui concerne les données des joueurs. Alors après, il y a des transitions qui sont quand même proposées pour, notamment en termes de monnaie et de paiement qui a été fait sur Minecraft Earth, pour pouvoir les récupérer sur Minecraft. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, ils ont pensé quand même aux joueurs pour cette transition, donc c'est quand même bienvenu. Par exemple, tous les joueurs qui ont acheté des Ruby Balances récupéreront des Minecoins qui pourront justement utiliser sur la marketplace de Minecraft. Voilà, entre autres. Et puis entre-temps, en attendant la fermeture du jeu, il y aura des choses qui vont être mises à jour là. Ils vont dévoiler et mettre à disposition, en tout cas sur le jeu Minecraft Earth, toutes les nouveautés, tout ce qu'ils avaient, sur lequel ils avaient travaillé et qui est finalisé, ils vont le mettre à disposition des joueurs pour que vous en profitiez avant la fermeture. Ils vont également réduire le coût des rubis. Ils vont également réduire le coût pour tout ce qui est crafté et tout ce qui est smelting. Je sais même pas ce que ça veut dire, smelting. Je suis curieuse, je veux savoir ce que ça veut dire. Ah, fonte, oui. Ah ouais, je connaissais melting. Ok. Ah, d'accord. Extraction, d'accord. Ok. Toujours avoir un forgeron. D'accord. Merci. Merci beaucoup la chatroom. J'aime bien avoir toujours aussi un petit onglet de traduction dans mon navigateur, par curiosité. Donc voilà, donc les temps vont être réduits pour ça. C'est vrai que c'est toujours un peu contraignant, mais là, vous pourrez en profiter. Voilà, il y aura des petites choses comme ça qui vont être faites. Il y aura des items un peu exclusifs pour ceux qui vont s'inscrire au jeu entre le 5 janvier et le 30 juin. Donc voilà, vous pourrez en profiter. Ça peut être une occasion de tester de manière rigolote le jeu, tout en sachant évidemment que le jeu sera fermé prochainement. Mais pour les curieux, ça peut être aussi une bonne occasion de tester, tout simplement. Voilà en tout cas pour Minecraft Earth. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui jouent d'ailleurs au jeu. J'ai pas l'impression, j'ai pas vu de grosses déceptions. Mouik Mouik nous disait que c'était pas fou. L'inspecteur nous dit ça a bidé, ouais. Alors, je sais pas si c'est en effet, si c'est parce que le jeu était pas génial. En version réalité augmentée, on sait tous que Minecraft, le jeu Minecraft a eu énormément de succès et a été largement reconnu.
Je sais pas si c'est parce que le jeu était pas bon en réalité augmentée, parce qu'il faut aussi adapter le gameplay pour rendre l'aspect réalité augmentée intéressant, ou tout simplement parce que finalement le contexte de la pandémie n'était vraiment pas favorable. Lag Joue, c'est un jeu cool mais pas addictif. Ah, ok. Donc il y a peut-être cet aspect-là en effet qui manque. À voir. Merci en tout cas pour vos commentaires. On continue les news et cette fois-ci on va prendre des nouvelles d'un service dont on parle pas forcément souvent. Disons que ça fait pas partie des Apple, Google, Facebook, TikTok et compagnie. Donc je trouvais ça assez intéressant de revenir un petit peu, c'est prendre des nouvelles de la société Cameo. Cameo, c'est quoi ? Pour rappel, pour ceux qui ne se souviennent pas du service, excusez-moi, c'est tout simplement une application qui permet aux fans de commander et de payer des vidéos personnalisées de célébrités et de les envoyer notamment à des amis, etc. Généralement, on peut demander à une personnalité de souhaiter l'anniversaire à un proche et le payer, le rémunérer pour ça. Voilà, donc c'est vraiment le principe même de Cameo, c'est faire des caméos, tout simplement, personnalisés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on en avait parlé, je me rappelle d'ailleurs que Jérôme en avait parlé, et on avait certains doutes, notamment sur le succès potentiel de l'application, sur est-ce que finalement il y aurait vraiment un besoin, une envie là-dessus et tout. Et du coup là on a des données un peu plus pragmatiques, donc on va pouvoir en parler justement, est-ce qu'il y a succès ou pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020, ils ont vendu 1,3 million de vidéos Cameo et ils ont doublé leur base de salariés. Donc ça aussi, ils sont 200 employés maintenant dans la société, ce qui est assez énorme. Donc là, il y a des nouvelles personnes qui vont rejoindre l'équipe de Cameo justement en 2021. Il y a notamment Rob Post qui était précédemment le CTO de Quibi, Quibi, app de streaming défunte, qui s'est lancée en 2020 et qui a fermé en 2020, dont on a un tout petit peu parlé, puisque de toute façon, ça n'était pas disponible en France, mais vous savez que ça a été fondé par des personnes d'Hollywood qui n'étaient pas forcément au fait des stratégies de lancement produit, peut-être. Très certainement, il y avait ça qui est rentré en jeu. Il y a également Deb Schwartz qui normalement était CFO chez Bustle Digital Group. Il y a également Brian Frank qui était le CEO de LinkedIn. Et il y a également Melanie Steinbach qui était le CPO de McDonald's, qui vont tous rejoindre Cameo cette année. Donc pas mal de gros noms quand même, pas mal de grosses références. Mais tout ça pour servir justement une croissance assez prometteuse de la plateforme, puisqu'en 2020, Cameo a ajouté 10 000 nouveaux athlètes, acteurs, comédiens, musiciens, artistes, activistes, personnalités qui ont enregistré et produit 30 000 heures de contenu sur Cameo. C'est quand même assez important, il faut quand même le dire. Et à la fin de l'année 2020, la société a communiqué sur le fait que 150 personnalités sur Cameo gagnaient au moins 100 000 $ par an. Voilà. C'est 150 personnalités sur un nombre... Je n'ai pas le nombre total des personnalités sur Cameo, mais quand on dit qu'en 2020, ils ont rajouté 10 000 personnalités, voilà, ils en avaient déjà avant. Mais en tout cas, 50 personnalités gagnent plus de 100 000 $ par an. Ce qui est intéressant, c'est que potentiellement, il y a un vrai besoin là-dessus. Même moi, vous voyez, personnellement, j'aurais eu un vrai doute sur cet aspect-là, mais finalement, ça peut servir aussi de revenus complémentaires. Après, c'est pas encore une fois étonnant, puisqu'en 2020, avec évidemment la pandémie, on a vu toutes ces applications de création de contenu qui ont vu un boost. On en parlera, on en a
parlé avec Twitch, avec YouTube, on va en parler avec TikTok justement tout à l'heure, mais c'est également le cas pour Cameo. En effet, les gens étant bloqués chez soi, il faut trouver des nouvelles manières de subvenir à ses besoins et de monétiser le contenu qu'on peut faire, et notamment Cameo, ça peut être intéressant, un vrai moyen de le faire. Donc il y a eu aussi le contexte qui a joué grandement dans leur faveur, en leur faveur en effet. Juste pour une vidéo, il faut payer 39,99 €, c'est un peu cher. Camille, voilà, c'est vraiment, je pense que c'est voilà, il y a beaucoup plus cher, te dit Jérôme. Oui, voilà, je suis pas très étonnée de me dire 40 € pour une vidéo qui est personnalisée. Donc voilà, après, que toi, tu penses que ça soit trop cher, franchement, c'est un avis personnel et tout le monde, en effet, peut se faire son propre avis et se dire, est-ce que moi, j'aurais envie de le faire, oui ou non, quoi. Mais ça, c'est vraiment une opinion personnelle tout à fait. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a un marché pour ça, en tout cas aux États-Unis, il y a un marché pour ça. Et je trouve ça assez intéressant. Je trouve ça intéressant, surtout assez pertinent potentiellement dans le contexte actuel. À voir. À voir. Vraiment petite brève avant de passer à la cerise sur le croissant, juste parce que je voulais le mentionner rapidement. On avait déjà parlé il y a quelques semaines de Twitter qui est en train de travailler notamment sur une fonctionnalité qui s'appelle Spaces, qui vous permet d'avoir des espaces audio en temps réel avec d'autres personnes sur Twitter. C'est comme des rooms où vous pouvez échanger en temps réel avec des personnes en audio sur Twitter. Donc c'est pas disponible. Ils sont en train de travailler dessus. Ça s'appelle Spaces. Et justement pour travailler sur cette feature-là, tout simplement Twitter a racheté l'application de podcast Breaker. Voilà, ils vont intégrer notamment l'équipe de Breaker pour travailler sur Spaces. Pourquoi ? Parce que Breaker notamment était une application de podcast. Alors vous pouviez évidemment chercher, découvrir, gérer et souscrire au podcast comme toute application de podcast, mais il y avait également une autre fonctionnalité assez intéressante de réseau social chez Breaker qui permettait aux utilisateurs de suivre des amis et également d'aimer, de commenter et de partager leurs podcasts favoris. Donc c'est également assez intéressant. Ça ressemble un tout petit peu, moi en tout cas, à quoi ça me fait un peu penser. Ça me fait un peu penser à l'aspect social de TV Showtime, où vous pouvez suivre vos amis, voir quelles sont les séries qu'ils suivent, voir les mèmes ou les commentaires qu'ils postent, etc. sur un épisode. Et moi, j'avoue que quand je termine une saison ou une série, je regarde toujours les mêmes de cette série. Genre, dernier exemple en date, Bridgerton, les chroniques de Bridgerton, je sais qu'on en parle énormément, on pourra en parler si vous voulez après, mais genre, vu la série, je me doutais que les mèmes allaient, ou les commentaires allaient être rigolos. Franchement, j'ai pas été déçue, je me suis bien marrée. Et donc voilà, c'est un peu... alors moi, je participe pas forcément, mais j'avoue que j'adore regarder ce genre de trucs, ça me fait généralement pas mal rigoler. Mais pour le coup... Et c'est vrai que finalement, les séries, j'échange pas forcément sur TV Showtime avec les amis là-dessus, mais c'est toujours un sujet de discussion. Et du coup, ça pourrait être intéressant de se poser la question, pourquoi moi, j'ai pas passé le pas de l'aspect social sur TV Showtime. Mais en tout cas, sur l'application de podcast qui a l'air Breaker, qui a l'air d'être à peu près le même principe, je trouve ça assez intéressant parce qu'encore une fois, c'est rassembler des gens sur un point commun, un sujet qui les intéresse, podcast, séries télé, et leur donner un prétexte pour échanger ensemble sur des choses qui les intéressent. Et ça, par définition, je trouve ça intéressant. Et c'était un peu le cœur aussi de Twitter. Qu'on a un peu perdu, je trouve, aujourd'hui, où c'est un peu faire réagir le plus violemment possible les gens sur un sujet X, quoi. Donc à voir. Je vois que ça continue sur Cameo dans la chatroom. C'est pas bien. Non, je rigole.
Et puis autre petite news aussi, c'est tout simplement Amazon qui a également acheté, donc ici c'est pas une application de podcast, c'est un réseau de podcasts qui s'appelle Wondery et donc qui va rejoindre Amazon Music tout simplement pour étoffer l'offre d'Amazon. D'ailleurs je vous rappelle que depuis septembre, l'application Amazon Music, ou en tout cas Amazon Music, l'abonnement supporte les podcasts depuis septembre. Voilà, donc c'est tout à fait logique que Amazon essaye de muscler un petit peu son offre avec notamment un réseau de podcasts. Alors, à savoir pour ceux qui sont fans des podcasts Wondery, ils vont rester accessibles sur les différentes plateformes de distribution de podcasts. Ils vont pas, pour l'instant, les rendre exclusifs à Amazon Music, mais potentiellement, ça va les aider à se poser les bonnes questions peut-être sur ce type de contenu, sur l'expérience, etc. À voir. Comment elle s'écrit cette série? Bridgerton, Bridgerton, les chroniques de Bridgerton. J'ai un peu honte là. Ça veut pas dire qu'il faut que tu regardes, mais c'est une série en effet qui fait beaucoup parler d'elle, pour différentes raisons. Voilà, juste avant de passer à la cerise sur le croissant, on va quand même parler de notre sponsor. Ce matin, notre sponsor, vous le connaissez très bien, c'est Shadow PC, le PC dans le cloud. Et tout simplement, on vous propose de gagner un mois gratuit pour tester en conditions réelles chez vous le service et voir si c'est quelque chose qui vous plairait. Et donc, pour participer au concours, vous avez toutes les informations à la fois dans le petit commentaire posté par Samuel et puis également dans la description de l'émission. Vous pouvez retrouver comment participer, c'est très facile. Le concours et le tirage au sort se fait chaque semaine, donc si vous ne remportez pas cette semaine, vous pouvez retenter votre chance et le tirage au sort a lieu tous les vendredis. Voilà, très bonne chance à vous pour le concours. Je vous propose d'enchaîner sans plus tarder avec la cerise sur le croissant. Et voilà, on va aborder le dernier article. Si l'acteur de Bridgerton était sur Cameo, franchement, Jérôme, je serais curieuse de voir. Mais j'espère pour lui qu'il y est pas. Parce que sinon, je pense qu'il serait floudé de demandes. Je pense qu'on en aurait aussi déjà entendu parler. Mais bref. On digresse. On pourra en discuter après le dernier article. Mais j'ai un chouette dernier article, donc je veux vraiment vous le faire. Bref. De quoi je voulais vous parler en dernier article, en cerise sur le gâteau, c'est quelque chose qui m'a interpellée, étonnée et ravie aussi. Donc c'est pour ça que je voulais terminer sur une note positive, rigolote et étonnante. Et tout ça s'est rassemblé dans cette news. C'est tout simplement le succès de la comédie musicale Ratatouille, faite sur TikTok avec notamment des personnes de Broadway. Là, vous allez me dire, what? Ça a été moi en tout cas ma réaction quand j'ai vu l'information. Alors vous avez un article qui détaille un petit peu tout ce qui s'est passé par rapport à ça. C'est Le Monde, j'ai trouvé l'article sur Le Monde, donc vous pouvez le retrouver dans le Flipboard Nowtech si vous êtes intéressé. Mais c'est hyper intéressant comme phénomène, un projet participatif hyper intéressant. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On va recommencer depuis le début. En août dernier, donc août 2020, on a une enseignante de 26 ans, Emily Jacobsen, qui a posté une chanson de 15 secondes intitulée Ode to Remy. Remy, c'est le héros de Ratatouille. Ratatouille, c'est le film de Pixar, Disney, sur le rat Remy, qui est un grand chef et qui se déroule à Paris. Je pense que vous connaissez, voilà, le film a été grandement, a eu beaucoup de succès. Voilà, et donc tout simplement, cette enseignante a posté une chanson de 15 secondes personnelle, donc qui s'intitule Ode to Remy sur TikTok. Voilà, et
Et donc on se retrouve avec donc une voix cristalline qui parle du rat et qui encense Rémi, etc. C'est assez rigolo. Alors je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Pourquoi j'ai rien qui fonctionne? C'est incroyable. Alors attendez, je vais essayer de vous l'ouvrir là pour voir si ça fonctionne mieux. Normalement oui, parce que j'ai testé hier dans le navigateur, ça fonctionnait bien. Voilà, donc vous avez eu un tout petit extrait de la voix qui chante la petite chanson, mais ce qui s'est passé par la suite est assez étonnant. En fait, TikTok s'est emparé, en tout cas il y a eu un phénomène viral qui s'est déclenché suite à cette vidéo. Petit à petit, les fans de comédie musicale et artistes en tout genre ont commencé à apporter leur contribution, et donc du coup tout le monde a commencé à contribuer à cette vidéo et à parler de Ratatouille en musique, en musical, etc. Et donc ensuite c'est venu où il y a eu plein de propositions de chansons, de chorégraphies, d'arrangements musicaux, de concepts de maquillage qui ont fleuri sur l'application TikTok de plein d'artistes, que ce soit des professionnels ou amateurs. Et donc ils ont mis ensemble en place un projet de faire réaliser un musical, un show Broadway pour Ratatouille, tout simplement. On a eu notamment Kevin Chamberlain, qui est connu pour son rôle de l'oncle Fester dans La famille Addams. On a eu également Andrew Barth Feldman, qui est un jeune comédien, mais qui a joué le rôle principal dans une comédie musicale, Dear Evan Hansen, qui s'empare également du phénomène et ont apporté leur contribution. Et donc, il ne manquait plus qu'une scène. Et donc, début décembre 2020, ce qui s'est passé, parce que Ratatouille, comme je vous le disais, ça appartient quand même à Disney, donc on peut pas faire ce qu'on veut non plus dessus. Mais là, Disney a été malin dessus, puisque la maison de production Seaview Production annonce qu'elle produira une émission le 1er janvier en association avec TikTok et avec l'accord des studios Disney. Voilà, donc ils ont dit, justement, ils se sont exprimés, Disney, bien que nous n'ayons pas des plans de développement pour le titre, nous aimons quand nos fans s'engagent avec des histoires de Disney. Évidemment, ça joue évidemment dans leur sens. Et nous applaudissons et remercions tous les créateurs de théâtre en ligne pour leur contribution à l'Actors Fund en cette période de besoin sans précédent. En effet, donc le spectacle obtient alors de grandes stars de Broadway pour interpréter des chansons qui ont été créées, 12 chansons inédites qui ont été créées pour le spectacle de Broadway. On a notamment Titus Burgess dans le rôle de Rémi, le rat qui donc aime cuisiner. On a Adam Lambert, bref, certains peut-être connaîtront, mais c'est une personnalité qui a fait parler de lui, qui a joué le rôle d'Émile, le cuisinier. On a également Wayne Brady dans le rôle du père de Rémi. Voilà, on a un orchestre de 20 musiciens de la Broadway Sinfonietta qui était également de la partie pour le spectacle. Et donc la seule condition pour pouvoir assister au spectacle, donc vous pouviez acheter des tickets, et là en fait les tickets c'était environ $4 quelque chose, $4,99, et qui étaient reversés justement à l'Actors Fund, qui est en fait un fonds de soutien pour les artistes dans cette période de pandémie. Voilà, donc ça en plus c'est pour soutenir une bonne cause. Donc ça fait vraiment plaisir, ce genre d'initiative. Et ce qui est aussi intéressant, donc je peux toujours pas vous montrer, donc je vais vous le montrer comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu énormément de succès, donc à la fois en termes de vues, de tickets, puisque comme vous pouvez le voir ici dans le petit bandeau, là il y a eu énormément de fonds récoltés, puisqu'il y a eu 1 800 000 $ récoltés pour l'Actors Fund, mais il y a eu également un succès critique pour le spectacle musical Ratatouille. Donc là je vous montre un petit peu voilà, le site internet. Et donc vous voyez, il y a des succès critiques quand même, hein.
Donc c'est assez chouette. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Voilà, donc je voulais vous montrer un petit peu. Donc ça, on a ici donc l'aspect viral sur TikTok. Donc si vous cherchez Ratatouille, etc., vous pouvez voir un petit peu déjà comment c'est détourné, utilisé, etc. Je me suis un peu amusée à regarder. Et vous avez des extraits, donc du coup, parce que moi je suis allée suivre le compte sur TikTok du musical, pour vous montrer un petit peu. Donc vous pouvez suivre Ratatouille, je trouve ça génial, Ratatouille Musical, Ratatouille The TikTok Musical. Je trouve que ce genre d'initiative, c'est quand même génial. Le 2020 ou 2021 nous aura apporté des choses intéressantes. Donc là, on a notamment... On a Adam Lambert. Voilà, donc ça c'est un extrait, donc je sais pas si on va se faire ban, j'espère pas, désolé, toutes mes excuses Jérôme, mais on en a d'autres, je peux pas m'empêcher de vous les montrer. Voilà, donc je vais vous montrer voilà, un petit peu... alors je sais pas si c'est des extraits, mais en tout cas, voilà. Il y a Adam Lambert, je vous ai montré justement Adam Lambert tout à l'heure. Marion, tu serais prête à payer le prix pour un concert dans ce mode-là? Franchement, 5 €. Enfin, 5 $, je sais plus ce que c'était. En fait, j'ai raté parce que vous pouviez voir et acheter des tickets jusqu'au 4 janvier. Et je me suis ratée là. Mais franchement, là, je suis à la fois fan de Ratatouille. Je suis à la fois intriguée par j'adore les nouvelles technologies. Et là, je trouve juste l'initiative avec la communauté qui s'emballe, des artistes, des professionnels qui s'organisent pour faire ça. Je trouve que c'était tellement intéressant que oui, largement, j'aurais été prête à payer pour voir le spectacle. Le spectacle durait environ 1 heure à peu près. Je regarde. Le don était de 5 $ minimum, voilà, à l'Actors Fund. Un fonds d'aide pour les acteurs américains sans emploi et autres travailleurs du divertissement touchés par la crise actuelle. Et les recettes ont dépassé le million de dollars en à peine 3 jours. Et du coup, voilà, c'était disponible jusqu'au 4 janvier via la plateforme de théâtre en ligne TodayTix, vous pouviez acheter des tickets. Et oui, j'aurais été complètement prête à acheter des tickets juste pour voir le résultat, qu'est-ce que ça donne. Je suis un petit peu frustrée d'avoir raté, pour être honnête, le spectacle, mais là, je trouve ça génial. Après, je t'avoue, il y a eu plein de concerts en ligne et tout. Et j'ai pas réussi à passer le cap pour les concerts normaux. Là, en fait, ce qui m'intéressait un petit peu dans TikTok, c'est comment utiliser de manière intelligente la technologie et la contrainte de la vidéo verticale et du confinement, etc., pour donner une expérience visuelle innovante pour les gens. Là où j'ai un peu plus de mal, et c'est ce qu'avait fait notamment aussi Gorillaz, le groupe Gorillaz, on en a parlé en décembre avec leur show exclusif qui était très scénarisé, et ça c'était très intéressant. Je ne l'ai pas regardé non plus, mais ça aurait été intéressant, j'aurais bien aimé le voir. Mais par contre, je suis moins convaincue pour des représentations live classiques d'artistes. Pourquoi ? Parce que quand j'achète un ticket, j'achète pas juste la possibilité d'écouter les chansons d'un artiste. J'achète aussi l'expérience de ce qu'est de se retrouver de nombreuses personnes ensemble, fans d'un même artiste. Voilà, il y a aussi une notion de groupe, de rassemblement dans un concert. Que ce soit quelque chose que vous aimiez ou pas, certains vont pas y aller pour ces raisons-là. Moi, personnellement, une des grandes parties de pourquoi j'aime les concerts, c'est la réinterprétation des titres en live et cet aspect de retrouver
cette communion ensemble, fans de la même musique, quoi, cette vibration. C'est assez abstrait, mais voilà, en tout cas, personnellement, c'est ça. Et donc, du coup, je suis moins tentée de regarder des lives, par exemple. Mais c'est vraiment personnel. C'est quoi le truc avec Adam Lambert? Alors je sais plus, mais on en avait entendu parler. Je sais plus exactement. Alors attends, je vais essayer de retrouver. Mais il avait fait parler de lui, je sais plus pourquoi. Il avait pas fait un show. Si, voilà, il avait fait la 8e saison de l'émission American Idol. Voilà. C'est comme ça que j'en ai entendu parler. Alors je regarde pas l'émission American Idol, mais bon, du coup c'est des personnalités dont on parle. Et puis je sais pas, il y avait eu des choses aussi autour de lui, je sais plus quoi. Parce que comme je suis un peu l'actu musique, j'en avais entendu parler. Ah oui, pardon, il avait repris des chansons de Queen. Et bah disons qu'il a pas la même voix, quoi. Ce qui est normal, hein, mais bon, la comparaison était compliquée. Bref, voilà. « 5 € pour le mug chant et danse. » Le No Tech All. C'est pas mal. Non, franchement, vous voulez pas le No Tech All. Vous voulez pas de musical Now Tech. Franchement, à part Guillaume avec son ukulélé, je crois qu'on n'a pas de talents musicaux. Ou en tout cas, ils sont très limités. Pour vos oreilles et votre santé mentale, il ne vaut mieux pas. Oui, il a fait une tournée avec Queen, oui, c'est ça qui m'avait, pour lequel j'avais beaucoup de doutes d'Adam Lambert. Je me rappelle très bien. Plus exactement, il a fait des concerts avec Queen en remplacement de Freddie, ouais. Oui. Un booty shake de Jérôme, faut voir. Ah bah écoute Jérôme, Oleg a l'air intéressé. Je vous laisse faire vos choses ensemble, Caméo. Si tu veux aller sur Caméo, Jérôme, voilà. Écoutez, voilà, c'est la fin de l'émission. Voilà, je voulais vous parler un petit peu et vous montrer cette initiative sur Ratatouille et TikTok. Franchement, écoutez, moi je commence à avoir pas mal de comptes sympas là sur TikTok, notamment un compte que j'aime beaucoup, autant que je vous le partage, pour ceux qui se demandent quel compte choisir. Je suis 9 comptes sur TikTok, c'est pour vous dire le nombre de personnes que je suis. Les comptes que je préfère, c'est Catnips. Voilà, je vous montre un petit peu, je sais pas si vous pouvez voir. J'attends de voir si... Voilà, Catnips. K-E-T-N-I-P-Z. J'adore les petites animations faites, je trouve ça très très chouette. J'aime beaucoup aussi le compte qu'on m'avait conseillé dans la chatroom d'ailleurs quand j'avais parlé de TikTok, c'est les studios Laika, donc le compte s'appelle Laika Studio au pluriel. Voilà, moi j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ils ont notamment fait Coraline, je crois que c'est Coraline. Je crois, il me semble que c'était ça, mais je suis pas sûre. Et les autres comptes, je suis un créatif. Je suis le compte que je vous avais dit aussi, tout sur la fibre, où il y a il nous montre un petit peu les dessous de la fibre, je trouve ça assez rigolo. Il y a des choses assez dingues. Je suis aussi Dr Knock, qui s'attaque un petit peu à la désinformation sur la santé sur Twitter. Et c'est un professionnel, donc je trouve ça assez intéressant de voir un peu les initiatives. Donc Dr Knock, dr.noc. Voilà, et les autres, je connais pas trop. S'il y a quelqu'un qui fait de l'animation, Stop Motion Animator, Kevin B. Parry. Ouais, après c'est de la stop motion. Il y avait notamment Sampler Times aussi que je suis, qui a fait notamment une stop motion pour Halloween pour Will Smith. C'est rigolo. C'est des créateurs, c'est chouette.
Donc voilà, il y a des choses assez cool quand même sur TikTok. Bon, après, je suis 9 comptes, hein, donc j'y vais doucement. Mais après, voilà, j'y vais une fois par semaine, quoi, et encore. J'ai pas le réflexe encore. Et moi qui voulais réduire mon temps d'usage de téléphone, bon, j'installe TikTok. Non mais Léo, non. Je ne suis pas responsable des installations, du temps passé sur vos téléphones. Hein. Donc voilà, il y a des choses intéressantes, il y a des comptes de créateurs intéressants, c'est tout. Écoutez, sur ce, il est 9h17. Je vous souhaite une excellente journée. C'était un plaisir de vous retrouver ce matin. J'espère que le plaisir était partagé. Et je vous retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, pour vous débriefer et discuter ensemble de la tech. Et sinon, n'oubliez pas, rendez-vous demain matin en compagnie de Guillaume à 8h comme d'habitude pour le mug. Très bonne journée à tous. Bye bye.